relooking mythologique, oui, la vidéo des puristes de la chaîne, le format emblématique depuis qu'elle existe. Ça fait 7 ans, my god. Alors si jamais vous n'êtes pas un puriste et que vous venez d'arriver pour la première fois sur la chaîne, je vous explique vite fait en quoi ça consiste ce relooking mythologique. Je vous présente une figure de la mythologie gréco-romaine qui s'était dans l'Antiquité, tout ça, et ensuite plein de réappropriations qui en sont faites au fil du temps. Voilà, relooking mythologique avec un nom aussi moderne qu'il y a 7 ans. Et sinon, pour les habitués, oui, je sais, j'avais dit que j'en faisais un par an et il n'y en a pas eu en 2022 parce que la vie est une... Bref, c'est pas grave, c'est maintenant, et si vous êtes sage, j'en ferai 2 dans l'année et je regrette déjà cette phrase. Bah, bienvenue à toutes et à tous, je suis Manon Bril et vous regardez C'est une autre histoire. Avant de continuer, tout de suite place au sponsor qui me permet de payer mon équipe comme il se doit. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo, la marque de sextoy qui fête ses 20 ans cette année. Autant vous dire que je suis très contente de faire cette collab, on en reparle en fin de vidéo. Alors cette année, on va parler de Médée. Tu vas m'aider, Bart ? Médée, tout d'abord, c'est une figure très complexe et ambiguë. C'est une magicienne qui est connue pour avoir buté ses propres enfants. Donc on part pas sur une super répute, mais vous allez voir, comme toujours, c'est plus complexe que ça en a l'air. Il y a 2 types de sources en général pour connaître les figures antiques. Les sources écrites, les mythes qui ont été retranscrits, etc. Et l'iconographie, donc toutes les images. Pour les sources écrites, comme d'habitude quand on parle de mythologie, il n'existe jamais une version officielle d'un mythe dans l'Antiquité, faut savoir. C'est pas comme dans les religions monothéistes, parce que les mythes, c'est une tradition orale qui évolue et qui se modifie à chaque nouveau poète qui la raconte, et il n'y a pas une version qui prévaut sur une autre, ok? Donc en ce qui concerne Médée, donc on a différentes sources antiques qui l'évoque, mais la plus connue c'est probablement la version d'Euripide qui a écrit une tragédie. Médée donc en 431 avant notre ère. Mais voilà, donc comme je disais, il y a d'autres versions, on n'est pas en cours de d'extension donc je vais pas tout vous les faire, ok? Et ensuite pour l'iconographie, Médée a été beaucoup représentée, c'est un personnage à succès, que ce soit les vases, les décors de monuments, les décors funéraires, etc. Exemple, cette très belle hydrie qui date d'environ 430 avant notre ère. On va illustrer le propos en vous en montrant plein d'autres bien sûr. Bref, donc ça c'est le matos antique qui nous informe sur Médée. Mais passons au plus fun, c'est-à-dire à l'histoire en elle-même. Alors, la première question qui se pose, c'est l'ascendance de Médée. Est-ce qu'elle est fille de Dieu ou de mortel? En gros, est-ce qu'elle-même, elle est mortelle, immortelle? Parce que ça conditionne son statut par rapport aux autres. Et là, première réponse, il existe les 2 versions. Super, si on répond ça à chaque fois, on va être bien avancé. La plupart des versions disent plutôt qu'elle a une généalogie divine. Son père, Éétès, c'est le roi de la Colchide, dans l'actuelle Géorgie. Et Éétès, c'est le fils du dieu Hélios, le dieu du soleil. Et également la sœur d'Éétès, donc la tante de Médée, c'est Circé, la grande magicienne. Donc voilà, Médée, elle a des dieux et des magiciens puissants dans sa famille. Et des fois, on en fait aussi la fille de la déesse de la lune, Hécate. Donc avec tout ça, Médée, elle n'est pas considérée comme une divinité olympienne par les Grecs. Donc les Olympiens, c'est les 12 dieux principaux qui vivent sur le mont Olympe, tout simplement, Zeus, Héra, Athéna, tout ça. Mais par son ascendance, elle est quand même importante, potentiellement immortelle, même si elle est en marge des Olympiens. Mais du coup, elle n'est jamais non plus punie par ces derniers, malgré les nombreux trucs qu'elle fait qui d'habitude provoque la colère des dieux, vous allez voir. Donc elle a un peu une passerelle entre 2 mondes, elle a un statut un peu ambigu, un peu étrange. Et oui, malheureusement, comme pas mal de Zeus dans l'Antiquité, Médée doit son malheur à un cub, donc Jason. Mais pour vous parler de ça, faut d'abord que je vous raconte d'où sort Jason. Jason, c'est le fils du roi Aïson de la cité grecque Iolkos. Oui, encore un fils d'eux, dans la mythologie, on parle presque jamais des Pécores. Sauf que Aïson, il s'est fait usurper son trône par son demi-frère Pélias. Ça va, vous suivez? Et oui, il faut s'accrocher avec la mythologie, mes poulets, sinon vous retournez voir des vidéos de chat. Allez, concentrez-vous. Donc, Jason, devenu adulte, il s'en va réclamer le trône à son oncle. Pélias lui dit « Ok, je te rends le trône, à condition que tu me rapportes la toison d'or », ce qui est évidemment un piégeos, puisque la toison est gardée par un dragon et une armée. Comme ça, Pélias, il se dit « Hop là, ciao, le neveu casse-couille ». Et Jason, qui est con comme un jeune héros, il dit « Let's go ». Sauf que la toison d'or, elle est où? En Colchide dans les prés. Ce n'est pas un jeu de mots claqué, enfin pas uniquement. Elle est attachée à un chêne en Colchide. Oui, le pays de Médée, bravo, vous suivez, pas compliqué. Allez, une petite vidéo de chat pour nous récompenser.
Jason, pour cette quête, rassemble une team avec plein d'autres héros, genre Héraclès, oui, c'est notre looking mythologique précédent, tout à fait. Et ils embarquent tous à bord de son bateau, l'Argo. Donc, c'est Jason et les Argonautes. Je trouve ça classe. On dirait un groupe d'électro, je sais pas, un truc comme ça. Donc, Jason arrive en Colchide, il va voir Éétès qui lui dit « Ok, je vais te filer la toison d'or, mais d'abord, tu dois faire 3 missions. » Donc on commence à connaître un petit peu la technique du vieux roi pour se débarrasser des jeunes héros. Donc il dit, tu dois dompter 2 taureaux aux sabots et cornes d'airain qui crachent du feu. Dans quelle ferme ça existe, je ne sais pas. Ensuite, tu dois les forcer à labourer un champ, y semer un sac de dents de dragon, pareil, je sais pas dans quelle épicerie on trouve ça, qui vont donner naissance à une super armée de guerriers qui va t'attaquer. Oui, donc là, les poètes, ils ont pris du LSD, probablement. Bref, c'est là que Médée entre en scène. Donc, elle est la fille du roi, vous vous rappelez, et malheureusement pour elle, Héra et Aphrodite, qui sont du côté de Jason, l'ont fait tomber amoureuse de lui. Et alors, à partir de là, Médée est foutue, elle est complètement matrixée et sous emprise de Jason, et elle va faire n'importe quoi pour ses beaux yeux. Elle lui dit quand même, je t'aide à réussir les épreuves de mon père, mais en échange, tu m'épouses et tu m'emmènes avec toi. Et lui dit quoi? Oh bah, une meuf qui va se plier en 12 pour me faciliter la tâche. Et comme ça, je pourrais pleinement être un héros, pourquoi refuserais-je? Alors Médée, qui est magicienne, lui donne une pommade qui le rend invincible aux brûlures. Avec ça, très facile de dompter les taureaux et de faire un peu de jardinage. Ensuite, voilà, il a semé le sac, il y a l'armée qui jaillit de terre, et là, Médée lui avait dit, tu jetteras une pierre parmi eux pour qu'ils croient qu'ils soient attaqués par leurs propres compagnons et se tuent entre eux. Pas fut les hommes patates. Bref, Jason retourne voir le bon Éétès et lui dit, c'est bon, j'ai réussi les épreuves. Et le roi Éétès, il lui répond quoi? Non. Il refuse quand même de lui donner ce qui lui est dû. Du coup, Médée lui dit, t'inquiète, je m'en occupe. La nuit, elle endort le dragon grâce à ses pouvoirs et il s'enfuit par les mers. Alors, à ce stade, si vous vous dites que la meuf a bien trahi son père, vous n'avez encore rien vu. Car Médée, toujours pour aider Jason et les Argonautes, a aussi eu la gentillesse d'emporter son petit frère avec elle. Et lorsque le navire d'Éétès se lance à la poursuite de l'Argo, Médée, elle fait quoi? Elle découpe son petit frère en morceaux qu'elle jette à la mer pour ralentir son père qui s'arrête pour récupérer les petits bouts. Oui, parce que les Grecs, faut qu'ils aient une bonne sépulture pour pas errer dans les enfers pour l'éternité. Voilà, et ça, c'est que le début, les amis. La mythologie, c'est sympa, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Je crie, ça résonne, non? Bref, les Argonautes, ils réussissent donc à semer Éétès qui est en train de ramasser les petits bouts de son fils, et tout le monde rentre à Iolcos. Sauf que là, mauvaise surprise, pendant leur absence, Pélias a zigouillé le père de Jason. Que Jason, lui, il a sous le coude une meuf plutôt déterre, il demande à Médée si elle peut l'aider à se venger. Say no more, dit Médée, j'ai une petite idée sympa. Elle se fait passer pour une messagère d'Artémis, elle va voir les filles de Pélias et elle leur dit, yo les meufs, j'ai une méthode infaillible pour rajeunir votre vieux père, trop stylé et très crédible, comment on fait? Alors Médée, elle prend une marmite, elle lui fout des plantes magiques, elle jette dedans un vieux bélier qui a été découpé en morceaux et il en ressort un petit agneau. Magie, il a été rajeuni. Waouh, ça marche trop bien tes herbes, vas-y, fais tourner. Du coup, elles vont voir leur daron, elles disent, papa, voici une soupe, on va te découper et te mettre dedans et tu vas ressortir en ayant 20 ans. Et Pélias, il dit, ça va pas la tête ou quoi? Vous vous faites manipuler par Médée, c'est mort, je rentre pas là-dedans. Alors elles font le truc le plus raisonnable possible, elles le tiennent de force, l'égorgent, le découpent et le foutent dans la marmite. On imagine bien cette scène absolument charmante des jeunes filles en train de faire ça, le sourire aux lèvres, avec hâte. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, rien, évidemment, c'était un piège de Médée. Est-ce que son potentiel était encore à démontrer? Non. Bon, quand même avec Jason, ils sont chassés de la ville et ils vont se réfugier à Corinthe. Ils s'installent là et ils ont 2 enfants. Et là, oui, le drame arrive. Enfin, il y en avait déjà pas mal, mais il y a encore pire. Donc tout allait bien pour eux, sauf que Jason est un mec, il veut pécho une autre zouze, Créeuse, la fille du roi de Corinthe, qui accepte de la lui donner en mariage. Allez hop, Médée ça dégage, il la répudie, et là on peut se dire, est-ce que vraiment répudier une femme qui a découpé son frère en morceaux, ça vous paraît intelligent? En plus, Médée, elle a vraiment tout perdu. Ici, elle est considérée comme une étrangère, comme une barbare, elle vient d'ailleurs et tout. Une non-grecque, elle a trahi sa famille pour un type qui vient lui-même de la trahir. Des petites leçons de vie, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en réaction? Très peu de suspense, vous la connaissez maintenant, évidemment. Elle bute Créeuse avec encore une technique assez sympa. Elle lui offre une couronne et un voile qui s'enflamment dès que Créeuse les a enfilés. Donc, elle crève dans d'atroces souffrances. Après, à ce stade-là, on se demande quand même qui est assez con pour accepter un cadeau de Médée que tu viens de blesser. Créon, le père de Créeuse, roi de Corinthe,
il s'allonge à ses côtés pour mourir brûlé avec elle. Et pour finir cette joyeuse histoire, Médée fout le feu au palais et elle poignarde les enfants qu'elle a eus avec Jason. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas mérité une petite poche chat à nouveau? Donc ça, Médée qui tue ses enfants, c'est probablement un des épisodes centraux de son mythe, un de ceux qui a le plus marqué et le plus inspiré la postérité, en tout cas tellement c'est tragique. Voilà, donc on peut dire que ça va pas fort là-haut, il n'y a pas toutes les cases coloriées. Donc Médée, elle est rebannie, évidemment, et elle trouve refuge à Athènes où le roi Égée veut lui faire un enfant. Encore un qui a rien compris. Elle accepte, donc Médée maintenant espère pour cet enfant un destin royal. Sauf que revient à Athènes un autre héros, Thésée, qui est le premier fils d'Égée, donc qui a la priorité sur le trône. Médée est pas contente pour son fils, elle essaye de convaincre Égée que Thésée est un imposteur et de le faire tuer, mais heureusement, au dernier moment, Égée le reconnaît et cette fois, Médée rate et elle est à nouveau chassée. Du coup, Médée s'enfuit avec son fils à elle, sur son char tiré par des serpents, stylé comme sortie, en emportant le trésor d'Athènes, très stylé. Elle rentre finalement en Colchide dans les prés, chez son père, qu'elle avait trahi pour Jason à la base, vous vous souvenez, sauf que son père s'est aussi fait piquer le trône par un usurpateur depuis. Allez hop, elle le tue, et elle remet son père sur le trône, comme ça, ils se réconcilient, c'est bien. Même si elle a tronçonné son frère, ils se retrouvent quoi? Happy end peut-être, si on veut. Et pour sa fin, on a soit des versions qui disent qu'elle meurt, soit d'autres qui disent qu'elle est emmenée dans les Champs-Élysées, non pas la Macronie, non, un endroit du royaume des morts où il y a les âmes des grands héros, et qu'elle se lie avec Achille. Donc plutôt happy end en effet, notamment parce que, comme j'ai déjà dit, malgré toutes les horreurs qu'elle a faites, elle n'est pas punie par les dieux, et ça c'est très rare pour les infanticides, les fratricides, etc. Donc voilà, Médée pour les Grecs, c'est une figure inquiétante et subversive. À la fois, elle rentre dans certains critères masculins, elle a une force physique et elle contient beaucoup de violence. Et en même temps, elle coche des critères attribués aux femmes à l'époque, comme l'usage de la magie et du poison. Donc c'est une figure qui brouille les frontières du genre pour l'époque. Et en plus, c'est la non-grecque, c'est la barbare, c'est donc l'altérité inquiétante. Mais malgré tout ça, elle bénéficie, comme on disait, d'une certaine sympathie. Son histoire sert aussi à illustrer les excès masculins et l'infériorité du statut de la femme. Euripide, par exemple, il renvoie la responsabilité de la majorité des fautes de Médée sur Jason, qui est un mauvais époux, un traître, un infidèle. Et puis Médée, elle est clairement plus douée que les mecs dans l'exécution de ses vengeances. Bref, c'est une figure complexe, super intéressante et aussi badass que flippante. Alors pas étonnant qu'elle ait eu une super postérité. Alors, qu'est devenue Médée après l'Antiquité grecque? Comment elle a été perçue dans le reste de l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite après vous avoir demandé de vous abonner. Voilà, si vous aimez l'histoire à la cool, en mode détente, abonnez-vous. Parce qu'ici, il n'y a que ça et quelques vidéos de chat. Donc Médée. Alors déjà, elle a trouvé une nouvelle vie chez les Romains. Oui, les Romains la kiffent parce que ils kiffent la culture grecque, tout simplement. Et les pièces d'Euripide sont beaucoup jouées dans l'Empire. En gros, pour les Romains, Médée c'est cool parce que ça fait grec. Alors que les Grecs eux-mêmes, ils mettaient plutôt de la distance avec elle, comme on a vu. Donc ça fait kiffer les poètes latins qui en parlent, comme évidemment Ovide ou encore Sénèque. Par contre, après, avec le Moyen-Âge, pas la même limonade. Alors, le Moyen-Âge, déjà, qui kiffe pas les légendes polythéistes, celle d'une meuf qui a découpé ses gosses, je vous fais pas un dessin. Même si, il y a quand même quelques intellos qui entretiennent la culture grecque. Je cite juste un exemple parce qu'il est assez original pour l'époque. C'est la poétesse italienne Christine de Pisan, qui présente Médée non pas comme une sorcière, mais comme une femme savante victime de Jason. Mais bref, Moyen-Âge, pas grand-chose à dire. À la Renaissance, en revanche, donc, c'est la redécouverte de l'Antiquité, donc de personnages comme Médée. Alors, tout le monde en fait pas un super portrait, notamment il y a Erasme qui la dégomme dans son éloge de la folie. Mais Médée devient un sujet de prédilection pour les peintres et les pièces de théâtre, car à nouveau, elle est un genre de représentante de l'identité grecque. Par contre, on reste globalement sur un traitement assez sombre du personnage jusqu'au XVIIe siècle. On peut citer Corneille, qui a écrit une tragédie en 5 actes, Médée donc en 1635, inspirée d'Euripide et de Sénèque. Et à
partir du 19e siècle, on assiste à un changement pour la figure de Médée qui devient très populaire parce que sa figure, en fait, elle répond à plein de préoccupations sociales de l'époque. Donc maintenant, on la voit plus comme une victime. Par exemple, dans l'Angleterre industrielle, Médée devient le symbole de la femme anglaise opprimée par la société qui n'a pas eu d'autre choix que de tuer ses enfants. Les associations des suffragettes qui militent pour le droit de vote des femmes utilisent Médée comme élément central de leur critique sociale, justifiant la vengeance des femmes contre un mari infidèle, etc. Vous serez aussi ravis d'ailleurs de savoir que la psychanalyse adore les rêves mythologiques, complexe d'Oedipe, tout ça, a théorisé un complexe de Médée. Il s'agit tout simplement du complexe chez les femmes et les hommes qui veulent punir leur conjoint en s'en prenant à leurs enfants. Le côté sombre de Médée est toujours là également. C'est par exemple un portrait assez dark qui en est fait dans la pièce de 1898 où elle est jouée par Sarah Bernhardt, qui était à l'époque probablement la plus grande icône qu'il y avait. Donc c'est dire la fascination pour Médée. Et excusez-moi, mais l'affiche, waouh! On invoque aussi Médée à propos d'un fait divers aux États-Unis, cette fois pour parler de la condition des femmes esclaves. En 1856, une esclave, Margaret Garner, s'enfuit et elle est rattrapée peu de temps après, en 58, et elle a tout juste le temps de tuer ses 2 enfants pour qu'ils échappent à la condition d'esclave. Une affaire qui fait beaucoup de bruit dans les médias, où on la compare bien sûr à Médée en ne manquant pas de la qualifier de folle. Tout ce matériel dramatique que représente Médée, c'est évidemment un vivier sans fin pour la peinture. Matez par exemple ce tableau si puissant de Frédéric Sandys où elle prépare une potion mais où on voit qu'elle est tiraillée, en proie à de la souffrance et de la colère. L'épisode qui a peut-être le plus fasciné la peinture, comme je disais, c'est celui du meurtre de ses enfants. On a un très bel exemple d'un Delacroix représentant ce thème. Alors au XXe siècle, Médée c'est toujours une figure ambiguë qui peut incarner les préoccupations sociales de certains tout en terrifiant néanmoins. Dans la culture populaire, on peut par exemple citer le film de Paolo Pasolini, Médée, en 1969, où Médée est jouée par la Calas. Dans ce film, Pasolini il insiste sur l'incompatibilité culturelle entre Médée et Jason qui viennent de 2 mondes différents. C'est un film assez violent avec des sacrifices humains, etc., qui se finit quand tout crame à Corinthe. Pour finir, Médée, elle fascine toujours dans la pop culture d'aujourd'hui. On peut citer par exemple la BD de Blandine Lecallier et Nancy Peña, ou encore le groupe de métal Ex Libris qui a appelé son album Médéa en 2014, dans lequel il raconte l'histoire de Médée. Bref, des milieux très différents qui s'intéressent à Médée, elle fascine tout le monde. Pas étonnant vu son capital drama, parler de Médée, c'est parler de magie, de pouvoir surnaturel, de violence, de marginalité, d'inégalité et des rapports hommes-femmes. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, mais tout de suite place à notre sponsor. Il y a 20 ans, en 2003, le Concorde volait pour la dernière fois, Chimène Badi chantait Entre nous, la Yougoslavie était dissoute, je rentrais en première, MySpace était lancé, on faisait la Corée de Chihuahua, Big Fish, Nemo ou Love Actually sortait au cinéma, et Lelo sortait son tout premier sextoy. Et oui les potes, ça fait 20 ans que Lelo nous fait jouir, enfin moi perso un peu moins, j'ai pas eu le bonheur de découvrir aussitôt. Ils ont fait un calcul et estimé que ça représenterait s'il vous plaît 171 milliards 600 millions d'orgasmes. Waouh. Et c'était quoi ce premier sextoy qu'ils ont lancé il y a 20 ans? C'était lui, le Lily. Alors, je ne détiens pas actuellement un sextoy rétro d'il y a 20 ans, mais ils en ont fait une version modernisée qu'ils ont ressorti exprès. Lily, parce qu'à l'époque, l'idée c'était de dire que l'orgasme c'est pas que pour les personnes avec une tub, mais qu'on peut aussi s'occuper des clitos. Donc ce nouveau Lily, il est plus puissant, il est super silencieux, très impressionné à quel point ça fait pas de bruit. Et il existe en 3 couleurs parce que chez Lelo, les sextoys sont beaux. Regardez-moi ça. Ce qui ne gâche rien. Et puis bien sûr, vous avez plein d'autres produits à découvrir. Mon meilleur ami, c'est lui, le sauna, que je m'étais procuré avant de travailler avec Lelo. Sur les recos d'une copine, dont je tairai le nom pour respecter son intimité, c'est Charlie Danger. Et j'ai vraiment adoré. Donc quand ils m'ont proposé un partenariat, j'ai dit oui direct. Et ça là... Donc ça fait plus de bruit, ok. Mais franchement, si vous avez un clito, c'est vraiment un truc à essayer dans votre vie. Vraiment. Ce petit soufflotage, ça n'existe pas dans la nature en fait. C'est une expérience unique. Il n'y a aucun autre corps qui pourra vous faire ça. Même si c'est aussi à essayer avec votre partenaire, bien sûr. Mais c'est vraiment très spécial. Et je plaisante pas, c'est moi qui l'ai acheté celui-là. Bref, merci à Lelo qui nous fait kiffer depuis 20 ans et qui me permet aussi de rémunérer ma team comme il se doit. Merci à vous également. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Ça nous apporte aussi du soutien en montrant que voilà,
notre communauté, elle est engagée. Et puis, allez vous faire kiffer tout simplement. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui kiffent la mythologie ou ce genre de trucs. Ou les infanticides, non, je retire. Moi, je remercie toute ma team qui me permet de faire des vidéos aussi quali. Bart à l'image, Camille au son, Copain au montage, Vincent à la doc, Marie à la prod. Et je remercie aussi le doc qui nous a accueillis pour ce tournage. Et merci à vous aussi d'être toujours là, au rendez-vous 7 ans après peut-être pour celles et ceux qui sont là depuis le début. Donc je vous dis à très vite pour une autre histoire sans trop plus de conclusions en fait. Voilà. Coucou. Et voilà, c'est coupé. Juste on laisse les toilettes au fond du couloir ou pas? Les toilettes au fond du couloir? On est dans un bar. C'est pas grave, les gens ils vont dire il y a marqué les toilettes au fond du couloir. C'est pas grave, ça fera parler les gens. Zou.